Bonjour à tous, nous sommes le 21 décembre 2025. Nous recevons aujourd'hui Séverine. Alors, le titre de la chaîne sont les armes à énergie dirigée contre nous tous, mais je ne pouvais pas faire trop long et rajouter derrière le harcèlement en réseau. Nous avons d'ailleurs déjà eu des personnes dont le harcèlement en réseau n'était pas douteux, mais l'utilisation d'armes à énergie dirigée l'était plus. L'inverse est plus rarement vrai, mais il peut être vrai également. Dans le cas de Séverine, ça sera un harcèlement en réseau d'origine familiale, elle va nous raconter ça. Séverine a 42 ans, elle vient du sud-sud de la France et nous allons assister chez elle à un harcèlement, enfin une fragilisation de sa personne par une maladie qui normalement devrait être diagnostiquée, qui normalement devrait être soignée, mais dans l'état de déliquescence médicale dans lequel nous nous trouvons, ça ne sera ni l'un ni l'autre, et Séverine se trouve aujourd'hui très gravement handicapée, faute d'avoir été traitée convenablement pendant 20 ans. Je dis bien 20 ans. Elle nous expliquera tout ça. Cette fragilisation sera physique, sera utilisée par sa famille, et en l'espèce essentiellement son père, qui est fonctionnaire ou qui a été fonctionnaire, et dont on verra bien que ce monsieur bénéficie de soutien occulte d'un réseau très bien organisé qui comporte à la fois des médecins, des flics et des magistrats. Je pense que les auditeurs de ma chaîne entendront déjà là une petite musique connue. Je ne citerai pas la société ésotérique à laquelle je pense d'emblée, mais tout le monde devine à quelle société ésotérique je fais allusion, pour bénéficier de tous ces supports, y compris également du harcèlement informatique et de la piraterie informatique. Mais au bout du bout, c'est l'appropriation de l'enfant de Séverine qui va être l'enjeu de toutes ces crapuleries, organisées, je le répète, par le grand-père de la petite, avec la complicité du géniteur, qui est, on le verra, un être un peu inconsistant, et qui se prête donc très bien à la chose. Et malheureusement, et nous terminerons l'émission par ça, la fille de Séverine se trouve placée évidemment dans un système d'aide à l'enfance. On commence à savoir de quoi il s'agit, cette fameuse aide à l'enfance. Les scandales pullulent sur l'ASE et autres machins du même genre, avec toujours une terrible odeur de paix, trois petits points, ça, trois petits points. Et c'est très probablement le but ou le paiement de tout ce harcèlement en réseau. On ne peut faire que des hypothèses. Voilà, Séverine, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous demanderai d'abord de compléter ou de modifier ou de rectifier ce que je viens de dire. Bah, tout d'abord, bonsoir. Je vous remercie de me permettre de témoigner. Je pense qu'on a bien résumé la situation, à part que ça fait 29 ans plutôt que 20 ans, en réalité, que ça a commencé, quoi. Pour juste préciser au niveau du temps D'accord, écoulé. d'accord. Alors, vous venez d'une famille dont je dis que le père était un manipulateur pervers narcissique, fonctionnaire, et je crois qu'il y a des flics aussi dans la famille, si je ne m'abuse. Mon grand-père Voilà, paternel, justement, père. toujours problématique, hein. Alors, mais le gros problème qui va vous tomber dessus, il va vous tomber dessus quand vous aurez 12 ans, peut-être nous raconter Oui, un peu ce qui va se passer, et surtout pendant 30 ans, comme vous venez de le corriger, 30 ans d'errements médicaux. Mais rapidement, on va tourner autour de deux diagnostics, une maladie de Lyme mal prise en charge et ou une sclérose en plaques. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de diagnostic précis, si ce n'est que vous avez une biopsie qui montre que vous avez une maladie des petites fibres et que vous avez par la conséquent fibre. une atteinte
très sévère de la moelle épinière, ce qui fait que, et tous les auditeurs, les spectateurs le voient, vous avez un lit avec un perroquet au-dessus de votre lit parce que vous êtes dans une situation physique extrêmement délabrée. Et en plus de ces problèmes de motricité, vous avez des problèmes de douleur diffuse. Oui, oui, oui. J'ai été en soins palliatifs cette année, justement, pour essayer de tenir le coup et que j'ai un patch, voilà, pour la Alors, douleur. c'est ça. Et alors, à l'âge de 12 ans, donc, vous m'avez dit que vous aviez été mordu par une tique et que, bon, ben, le diagnostic ne sera jamais fait. Vous pouvez raconter, peut-être À à gros l'époque, traits, hein, à gros traits, en quelle année ça s'est passé et quels sont les errements diagnostiques à travers lesquels vous allez passer. bah, en fait, j'ai compris très tôt qu'on n'allait pas m'aider, en fait. Parce que très vite, on a parlé de dépression de l'adolescence, enfin dépression masquée, parce qu'effectivement, moi j'étais très sportive. Je suis arrivée dans le sud, mais en fait, je me suis fait piquer par des tiques en Eure-et-Loire. Mais ils ont mis ça sur le coup d'un déménagement mal vécu, voilà, des douleurs diffuses de croissance, puisque j'avais 12 ans. Et donc très vite fibromyalgie, parce que c'était le début en France, on parlait de ça. C'était pas encore la grande mode. Je veux pas offenser les gens Pe- Petite, qui croient à ce petite pause, diagnostic. Mais petite bon, pause. voilà, La fibromyalgie est une pure et simple poubelle diagnostique, mais enfin, elle permet de demander des honoraires, ce qui est quand même l'essentiel, même si on a un peu de doute que c'est bien une maladie qui est une origine organique, mais c'est un petit peu comme l'encéphalomyélite myalgique, mauvais terme évidemment, qui a mais mis 30 ans à émerger parce que les malheureux avant souffraient de ce qu'on appelait un syndrome de fatigue chronique. Et puis il y a même Judy Mikovits qui a dit, mais le syndrome de fatigue chronique slash encéphalomyélite myalgique, c'est dû à un virus qui s'appelle le XMRV, qui se trouve, figurez-vous, être contaminant de cultures cellulaires, lesquelles cultures cellulaires servent à fabriquer des vaccins. Voilà. Je vous laisse continuer. oui, donc moi j'ai bien vu mon père en fait. Si vous voulez, j'ai bien vu qu'on n'allait pas m'aider parce que très vite voilà, mes parents ne s'en sont pas occupés. J'ai juste erré très rapidement. Ils m'ont juste amené une fois, bon, sur Marseille, etc. Mais après, ça a été surtout prise en charge de la douleur. Donc déjà à 12 ans, j'avais un cathéter avec de la kétamine, ce qui est quand même un anesthésiant pour chevaux. Tout le monde le sait. C'était déjà, voilà, ça ne réglait pas le problème. Donc en fait, bah, on m'a dit qu'il fallait que je tienne le coup, qu'il fallait supporter la douleur. Donc petit à petit, en fait, j'ai essayé d'apprendre à gérer cette douleur, mais ça a été de pire en pire par étapes, en fait. Et tout était très compliqué à vivre, en fait. Je me suis mis en mode de combat, en mode guerrière, déjà contre mon corps, déjà de base, et après, bah, un peu contre mes parents, un peu inconsciemment, parce que je voyais que, bah, ils allaient pas m'aider. Et puis, bah, le peu de consultation, c'était très vite, la psychiatrie, quoi. La psychologie, mais surtout, bah, la psychiatrie, sans que j'ai jamais eu vraiment de diagnostic, à part dépression, vous voyez. Ce Et qui n'en- oui, d'ailleurs, je suis partie oui. en... Ce qui n'empêchera pas qu'on va vous multiplier après les ponctions lombaires, ce qui pour une psychiatrie est quand même pas classique. Oui, voilà, c'est toute l'incohérence en fait de la chose parce que j'ai quand même passé des examens au fur et à mesure. Mais en fait, petit à petit, j'ai essayé de faire ma vie, de passer mon permis. J'ai eu ma fille. J'étais aide-soignante bah, j'étais fonctionnaire. Le conditionnement inconscient, bah, bon, mon père était dans l'éducation nationale, mais moi, voilà, je suis partie dans les soins. Et en fait, bah, j'ai essayé de tenir, mais j'ai eu des poussées de paralysie, j'ai les muscles touchés, les articulations touchées, enfin une horreur. Et en fait, au fur et à mesure, je me battais déjà pour essayer de me maintenir en emploi, de pas, et puis comment dire. Et après, bah, quand j'ai pas pu travailler, il a fallu que je me batte contre le système. Et j'ai toujours eu des soucis pour faire valoir que j'étais malade, alors que j'ai tenu au bout, je tenais même plus debout. Pour aller travailler, il a fallu que j'aille au bout. Mais en fait, l'avis du médecin du travail, il n'y avait pas d'avis. C'était écrit pas d'avis à émettre sur la. Enfin, j'ai tout le temps eu, en fait, en y réfléchissant, jamais rien ne s'est passé normalement et facilement, même dans ce qui est administratif, pour essayer d'obtenir des droits quand je, bah, pour tenir et puis aussi pour subvenir aux besoins de ma fille, parce que j'ai élevé ma fille seule jusqu'au placement. Oui, on va peut-être là-bas, il y a deux choses. Est-ce que vous avez l'impression que ce diagnostic de maladie de Lyme très probable est le fruit d'une incompétence ou c'est déjà
à votre avis, du harcèlement organisé? Bah, j'ai un doute, ouais. Mhm, d'accord. J'ai un doute. Et vous avez Sur un la doute, piste mais c'est ça. des tampons aussi, on va dire. On a parlé de maladies auto-immunes mal étiquetées. Du coup, je me suis retrouvée justement avec des traitements qui n'étaient pas adaptés et j'ai su ensuite que avec une maladie de Lyme, par exemple de la cortisone, ça vous affaiblit votre système immunitaire, donc ça vous pousse en plus bas que terre. En fait, j'ai fait une poussée énorme après, ce qui a entraîné bah, forcément le placement de ma fille derrière, parce que je me suis retrouvée très Oui, c'est dans un ça. état de paralysie. Tout à fait. Et là aussi, je me permets de vous interrompre. Nous aurons, j'espère, un jour l'occasion d'entendre Lucie, qui a quasiment la même biographie que vous, une maltraitance familiale, une maladie de Lyme non diagnostiquée et un désenfantement. Donc, c'est vraiment le même parcours. Euh, J'aimerais bien que vous reveniez sur votre fille, parce que la rencontre avec le géniteur s'est faite comment? par, par Internet, par un D'accord. site Internet. Où j'ai déjà pas beau. J'avais pas une santé pour sortir, j'avais pas non plus une. À Et, part ma vie professionnelle que je peux maintenir, voilà. est-ce que vous pensez que cette rencontre était tout à fait au hasard? Parce que j'ai eu plusieurs témoignages quand même de femmes qui rencontraient des messieurs à travers des sites de rencontres et on se disait c'est bien bizarre ce type de rencontre. Est-ce que c'est vraiment le hasard? Est-ce que vous croyez vous l'a mis dans les pattes? Non, je D'accord, pense pas, mais d'accord. Je dis ça parce qu'évidemment, la fragilisation d'une jeune femme en- par un père manipulateur pervers narcissique entraîne fréquemment que ces femmes vont aller de manipulateur narcissique en manipulateur narcissique dans leur vie de femme. oui. Voilà. Il ne s'agit pas du tout de culpabilisation, c'est un fait, c'est bien, et c'est d'ailleurs assez facile à comprendre, hein. Mais ce charmant monsieur trié par les sites de rencontres, dont on voit les limites, va se révéler un géniteur, certes, mais comme compagnon de vie. Bah non, mais moi je me suis séparée. Bah, j'avais déjà déposé une main courante à l'époque pour avec ces problèmes de violence et d'alcool, qui depuis se sont avérés de nouveau avec l'ASE et que malgré tout ça ne fait pas bouger les lignes du tout. Encore pire, bien au contraire plutôt. C'est plutôt valoriser ce genre de comportement, à y croire. Voilà, les ordonnances de jugement. Oui, oui, Je sais plus ce que on reviendra les là-dessus. autres. Donc vous allez vous retrouver dans cette situation physique, morale, difficile avec votre enfant. Ne pensez-vous pas qu'à partir de ce moment-là, nous allons passer de l'incompétence, en ce qui concerne votre maladie de Lyme probable, à le manipulateur pervers surgissant au hasard, mais après, ça ne va plus avoir grand-chose avec du hasard. Bah, en fait, j'ai retrouvé après coup parce que je me suis retrouvée après bah, justement la séparation avec le papa. Effectivement, le temps que j'ai un logement social, c'est le seul moment où je suis retournée un peu chez mes parents quand ma fille du coup était bébé. Et en fait, j'ai compris que ma mère avait mis entre guillemets le grappin, mais c'était pas juste pour me préserver, parce que j'étais fatiguée de la maladie. En fait, parce que j'ai trouvé des documents où déjà mon père essayait d'écrire à mes médecins traitants que je pouvais avoir pour subtilement, j'ai vu les écrits indiquer que j'étais fragile, qu'il fallait peut-être quelle est cette pathologie mystérieuse dont elle souffre. Est-ce que c'est pas plutôt la cause n'est pas psychologique, enfin, et où il essayait de m'interner, puis après petit à petit il disait que j'étais maintenue en vie parce que j'avais ma fille, que ce qui me tenait pour tenir le coup, c'était ma fille. Donc évidemment, ensuite après, il a tout fait pour me l'enlever. Donc ça montre bien quand même qu'il n'y a pas Vous que avez, les intentions de c'est ça. Non, non, bien sûr. Mais on a oublié de signaler que vous avez un frère et vous avez une sœur aussi, je pense. que moi me suis toujours sentie à l'écart parce qu'on se moquait de moi depuis petite. Comme m'a dit mon frère adulte, il m'a dit il y a que toi qui as l'esprit de famille en fait. Et moi en fait, j'ai toujours vu que mes parents étaient dysfonctionnels, mais
j'ai senti ça, mais après, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, ça va peut-être leur faire du bien. Ils n'ont pas su être parents, bah, de maintenir un lien avec leur petite fille. Bon, être grands-parents, c'est pas pareil. Puis voilà, entre guillemets, leur donner une deuxième chance. Donc moi, jusqu'au placement à l'enquête sociale, j'ai maintenu ce lien. J'ai des photos où, voilà, même à la maternité, et puis la fête des mamies, je veux dire, à 2, 3 ans, c'est pas ma fille qui va aller d'elle-même acheter un petit cadeau et l'amener à sa grand-mère. Donc, si vous voulez, pour vous dire que j'en ai rien à voir avec ce délire qui s'est retrouvé autour, avec une enquête sociale. En fait, j'ai rien compris et c'est en Bon, allant au tribunal la première fois pour consulter mon dossier que tout est revenu en pleine face, que j'ai compris la gravité et qu'il y a des choses après traumatiques qui se sont et que j'ai compris certaines choses de ma vie qui s'étaient déroulées où moi naïvement en fait j'avais parce que moi j'avais jamais eu aucun lien avec les services sociaux et vraiment moi je me suis battue jusqu'au bout vraiment j'ai fait en sorte que ma fille ne oui. pâtisse pas de mon état de santé. C'est d'ailleurs Et moi, votre père qui, en 2019, va faire un signalement à la ZEU concernant votre fille. C'est tout à fait charmant. ben voilà, en fait, si vous voulez, je me suis restée 4 ans avec quelqu'un, c'est pas son papa. Ça se passait très bien, mais bon, il y a eu une séparation. Et en fin de compte, tout s'est enchaîné à ce moment-là, c'était en 2018. En fait, je me suis retrouvée que je marchais plus. Je me suis dit, allez, tu pars en centre de rééducation. C'était prévu pour essayer de reprendre de l'autonomie et de la mobilité. Et j'avais laissé pendant les vacances ma fille à ses grands-parents. On était dans la même ville. Donc finalement, elle a fait sa rentrée dans la même école pour pas la perturber. Je me suis dit, le temps que moi je me remonte. Et 1 mois et demi après, j'ai eu le logement dans lequel je suis aujourd'hui. Et moi, au mois de décembre, j'ai préparé ma fille et j'ai dit à mon père, voilà, je vais récupérer ma fille. Je l'avais élevée, il n'y avait pas de raison, il n'y avait aucune raison qu'il garde ma fille, en fait. Et en fait, tout a commencé au mois de décembre 2018. Il a essayé de m'étrangler, il est devenu complètement fou. Il m'a dit, si tu prends ta fille, tu vas le regretter. Et moi, je venais récupérer des affaires de ma fille chez eux. Et en fait, il s'est passé ça. Et 15 jours après, après les vacances de Noël, janvier 2019, j'ai eu un signalement dans la boîte aux lettres comme quoi il y aurait une enquête sociale, voilà, un signalement, quoi. Ouais. Donc Voilà. la machine à broyer, cette fois-ci, est en marche et elle ne devra rien, j'insiste, au hasard, parce que vous allez vous retrouver d'abord face à la ZEU, hein. Je réitère ce que j'ai dit sur cette structure plus que douteuse, mais vous allez également vous retrouver face à la magistrature et aux avocats. Racontez-nous un petit peu ce qui va se passer. Bah, il y a eu plusieurs temps un peu comme importants dans la procédure. Bah, déjà, au niveau de la première, juste au niveau de la première rentrée, la première audience, en fait, le papa a bien exposé, et ça a été écrit sur l'ordonnance, qu'il avait signé une lettre du grand-père qu'il avait même pas lu, enfin, et que le grand-père a profité d'un conflit qu'on avait pour les vacances de Noël avec. Bon, bref, il a signé parce que le grand-père, il fallait qu'il ait bah, l'alliance du père. Il pouvait pas agir seul pour pouvoir provoquer le signalement. Et il a fait, le grand-père a fait croire qu'il agissait pour le protéger de moi, que j'avais une maladie imaginaire, qui était psychiatrique, que j'avais rien du tout, qu'il fallait absolument la protéger. Et voilà. Et moi, j'ai eu, à ce moment-là, le papa a eu quand même l'état d'esprit de me dire, tiens, je vais te montrer. Et en fait, j'ai les documents du papa, du grand-père, qui donne, qui a, sur le pare-brise de la voiture du papa, il y a tous les écrits où il essaye la veille de l'audience de le manipuler et d'essayer de le soudoyer, de lui dire que c'est un bon père, mais si tu veux, nous, on peut s'en occuper parce que la semaine, tu travailles, tu n'auras pas le temps. Et il y a une tentative de soudoiement, etc. Mais je saurais par ma fille qu'il a touché de l'argent parce que malheureusement, elle a été là à un moment donné et elle me l'a dit à l'époque, elle avait 9 ans, la pauvre. Voilà. Bon, je ne sais D'accord. pas ce qu'il en reste. Et donc Bon, ça, donc, c'est le début de la machine infernale mise en route par votre père. Mais j'insiste une fois de plus, votre père n'a pas par lui-même les moyens de ce qui va arriver en termes de mise en place d'une crapulerie judiciaire dont vous allez nous parler, parce que là, ils vont intervenir des avocats marrons, des juges avec des paires de dossiers, enfin des choses invraisemblables. Donc, vous pouvez peut-être un peu élaborer là-dessus. c'est tout là parce qu'il y a eu
Il y a eu l'avocat de. Bah, en fait, les deux premières. Si vous voulez, moi, ça s'est soldé par. L'enquête s'est soldée que tout était nickel. En fait, il n'y avait pas de problème. Ma fille, ils ont décrété qu'elle était équilibrée et que moi aussi. Donc, elle n'était pas pressée vu, vu le boulot, enfin, la surcharge qu'ils ont au tribunal, ils n'étaient pas pressés de me recevoir. Donc, ça a traîné. Mais en fin de compte, moi, pendant l'enquête, j'ai découvert un dossier sur moi de gens que je connais pas, mais des diffamations, des choses vraiment très, très graves. Enfin, vraiment, hein. Et du coup, j'ai essayé de me maintenir pour ma fille, de tenir le coup. Et donc, j'ai eu la mauvaise rencontre d'un médecin pendant l'enquête qui, spécialiste de la fibromyalgie, finalement, avait décrété que j'avais une maladie auto-immune, m'a mis un cathéter, un PICC line, et je me suis retrouvée sous l'enquête sociale avec une corticothérapie à haute dose qui m'a arrêtée sans sevrage au moment où, du coup, je suis tombée. Problème cardiaque, paralysie du visage. Et donc là, je me suis retrouvée aux urgences et ça coïncidait avec le moment de la fin de l'enquête, si vous voulez. Et donc là, mes parents aux urgences sont arrivés. Alors que je ne suis pas majeure protégée, hein, je le signale. Et je suis partie de chez mes parents, j'avais 16 ans de base. Hein. Bon, je veux dire, j'étais quand même autonome dans la vie, adulte, j'ai pas eu de difficultés à ce niveau-là. Et je me suis retrouvée aux urgences. Et là, malgré toute l'enquête, ma mère vient m'embrasser sur le front. Et mon père qui dit, ah oui, c'est vrai, la maladie de Lyme, ça fait des paralysies. Voilà. Moi, je me sors de là, je rentre chez moi, j'essaye de me reprendre. Et là, je contacte mon avocat, la première avocate que j'avais prise, qui me dit au téléphone, oh, mais Madame Lenormand, vous êtes sortie. Mais finalement, votre tentative de suicide. Et du coup, là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi? Quelle tentative de suicide? Du coup, je me suis retrouvée à être audiencée en catastrophe, à devoir violer le secret médical pour montrer mon motif d'entrée à l'hôpital, comme quoi c'était une poussée paralysante, probable maladie de Lyme, nanana. Donc déjà, ça a commencé comme ça. Et ensuite, moi, j'ai compris que l'avocate, bon, bah voilà, comment elle pouvait savoir ça, en fait. Bon, et puis entre-temps, j'ai eu des écrits où mes parents, ils se sont servis de l'hôpital, ils ont alerté la juge pour vite que je sois audiencée parce que soi-disant, j'allais aller en psychiatrie, que j'avais trompé mon monde, comme dit mon père tout le temps, que j'avais trompé mon monde, que j'avais, voilà, enfin, que j'avais trompé l'enquête et tout ça, que finalement, non, j'étais aux urgences et que j'allais aller en HP, quoi. Donc, il y a eu ça. Et finalement, bah, vu mon état et tout ça, je me suis accommodée, entre guillemets, les 2 premières années de placement. Ça s'est relativement bien passé, on va dire, parce que, bon, hormis le confinement, ça a été un peu la cata pour les visites, mais ensuite, après, j'avais des droits d'hébergement larges et libres, donc je voyais ma fille très régulièrement, jusqu'en 2022, où là, eh ben, je me suis retrouvée avec une septicémie. J'avais réussi à avoir un porte-à-4 et à avoir un traitement pour la maladie de Lyme, et j'avais posé mon porte-à-4 dans le sud-ouest parce que dans mon département, j'arrive pas qu'on me considère malade en fait, alors que j'ai une ALD pour la maladie de Lyme, enfin ça fait des années que j'ai des dossiers quand même où je suis handicapée, enfin, vous voyez, c'est toute l'incohérence du truc, il faut toujours que je me batte. Donc j'avais réussi à poser un porte-à-4 dans le sud-ouest par une infectiologue et à avoir un traitement parce que j'avais fait des recours à la CPAM pour avoir le droit de voir le spécialiste à Lyon, plus de 150 km, etc. Donc déjà, c'était une horreur. Mais je suis tombée sur une infirmière toxique qui, en fait, j'étais en couche, j'étais incontinente complètement suite à un Covid. Du coup, j'étais incontinente et en fait, elle ne se lavait jamais les mains et elle passait du sale au propre. Et elle me disait toujours, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et en fait, tout le monde a été témoin. Mes auxiliaires de vie, mon kiné, à domicile, tout le monde voyait. Et tout le monde s'est tu, en fait, évidemment. Et moi, je leur disais, je vais On finir peut avec une s'arrêter une septicémie. seconde. Tout le monde s'est tu. Pourquoi? Parce que les gens, j'imagine, ils ont peur aussi. Ils veulent pas Mais, de problème. mais Parce que forcément, peur de quoi? Peur de qui? Parce que vous avez déjà signalé qu'on vous avait fait ce qu'on appelle en anglais du gaslighting, c'est-à-dire qu'on vous a fait une réputation de cinglé par des gens que vous connaissiez et que votre père a circonvenu par les moyens qu'on peut imaginer. Ça, c'était la première partie. Mais ici, vous êtes en train de nous décrire que des gens qui voient que vous êtes maltraité par cette infirmière ne vont rien dire non plus. Alors, je veux bien que la lâcheté humaine soit la chose la plus répandue, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'ils ont été ou soudoyés, ou menacés, ou qu'ils appartiennent, disons, au même réseau que votre papa?
Bah, en fait, il n'y a qu'une seule auxiliaire de vie. Elle hurlait dans le couloir. Enfin bref, puis évidemment, elle s'est victimisée. L'infirmière en disant, il faut que tu choisisses tes auxiliaires de vie ou nous. Nous, on peut pas travailler dans ces conditions. Alors qu'elle me l'avait jamais. Elle avait une prise en charge lourde et c'est pareil. Elle a fraudé à la Sécu sur mon dossier. Une catastrophe, quoi. Et en fait, oui, c'était pour vous dire que il y a une auxiliaire de vie qui s'est mise, mais du coup, elle a été écartée de mon dossier. L'agence d'aide à domicile, qui est aussi le département, puisque j'ai des aides à domicile par rapport à mon handicap. Donc, c'est aussi une branche du On département, la s'arrête MDPH. on s'arrête une seconde. Vous voyez combien le département est mêlé à cette affaire. Donc, on parlera des juges et des avocats. On en avait déjà esquissé le début, mais vous voyez que le département, ça tourne autour parce que l'ASE, le département, est idem, et ici, vous, vos soins, idem. Donc, il est quand même assez tentant de faire le lien du département vers l'ASE et vers vos soins médicaux. Oui, On a puis aussi vraiment en parallèle, l'impression que c'est au département même que les choses se passent et que votre père sait agir. oui, bien sûr, parce que déjà, il a fait les signalements dans les EDES, au niveau du centre médico-social, au niveau de la juge, mais depuis des années, du coup, comme il s'immisçait, il essayait par les médecins de s'immiscer pour semer l'idée que moi, j'avais une maladie imaginaire ou exagérée ou autre. Qui Bah, nécessite un effectivement, vu que ce sont les porte-à-quatre. mêmes personnes, pardon, Qui nécessite un porte-à-quatre. oui, enfin, j'ai un fauteuil roulant électrique, hein. Là, actuellement, on m'a quand même, la même DPH m'a quand même payé, m'a pris en charge un fauteuil roulant qui a plus de 10 000 euros. D'accord. Et je Donc, c'est porte ça. le Donc, badge. oui, c'est ça. de- On va peut-être avancer un peu sur les affaires judiciaires parce que chaque fois, on profite encore une fois d'un moment de faiblesse chez vous pour enfoncer le clou pour vous éloigner de votre fille. Oui. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, juste un élément, c'est que j'avais un dossier en cours pour mettre mes aides à domicile, puisque j'avais le droit. Vous savez, les agences, vous pouvez aussi avoir garde d'enfants. C'est-à-dire quand il y a une problématique de maladie dans la famille, s'il y a des enfants, les aides auxiliaires de vie aussi peuvent participer pour maintenir justement les enfants au domicile, etc. Donc moi, j'avais fait une demande en cours et ils m'ont donné mes heures une fois qu'ils ont pris ma fille. Vous voyez, Mais le c'est chantage était tellement là. tombé. On vous donne les heures, mais on Voilà, prend votre fille. voilà, puisque ça Bon, coûte cher aussi de se mettre à de domicile. nouveau, on en revient au département. Voilà, c'était juste pour vous faire le lien. Et donc, je vous disais par rapport aux avocats, oui, donc du coup, je me suis retrouvée, effectivement, tout le monde a fermé les yeux. Et en fin de compte, l'infirmière s'est présentée une fois faire des soins avec moi à mon domicile. Et en fait, elle a fait, mon médecin traitant, son mari, qui était aussi médecin, est venu chez moi. Je pense qu'ils ont fait une tentative de placement. Ils ont essayé de me dire que c'était plus possible à la maison, dans l'état que vous êtes, il faut bien vous rendre compte, etc. Et en fait, j'ai compris qu'ils se connaissaient. Effectivement, l'infirmière qui m'avait fait ces difficultés au niveau du porte-à-quatre. Donc, et en fin de compte, je me suis retrouvée, j'ai perdu ma voix d'abord, donc ma chance de me soigner. J'ai perdu mon médecin traitant qui m'a gentiment remercié par mail sur Doctolib en me disant que finalement, vaut mieux que je cherche un autre médecin traitant. Donc, depuis, je galère pour trouver un médecin traitant. On sait déjà les difficultés en France pour tout le monde pour en trouver un. Donc, du coup, je suis en difficulté à ce niveau-là parce que je suis revenue jamais une situation stable à ce niveau-là aussi. Et mon kiné qui est jamais plus revenu, mon auxiliaire de vie qui a été écarté du dossier. Voilà. Bon, bah, plus d'infirmière. Et puis, eh bah oui. Et puis, le plus gros, c'est qu'il y a eu l'audience. En 2022, l'audience annuelle de renouvellement du placement de ma fille. Donc, je vous disais que là, pour l'instant, j'avais des droits élargis et que tout se passait à peu près bien. J'avais un lien avec l'équipe éducative. Ça, il y avait quand même du lien, ça allait. Et en fait, je me suis retrouvée avec un certificat médical au greffier, sauf que j'avais pris l'aide juridictionnelle et mon avocate n'a pas été autorisée par la juge de rentrer à l'audience parce que je n'étais pas là, malgré le certificat médical, hein. Voilà. Donc, c'est là que je me suis retrouvée avec la réservation de mes droits et que depuis, bah, je suis partie, entre guillemets, bah, en guerre contre eux pour essayer d'avoir des nouvelles de ma fille, de rentrer en lien avec elle, parce que je ne l'ai plus jamais revue, toute seule, ou à lui parler sans personne autour. Voilà, depuis 2022. Donc, j'ai fait appel et je suis passée en cours d'appel en novembre 2022 et je suis partie sans avocat. Et là, bizarrement, ce qui est très bizarre, hein, c'est qu'on a donné raison. On m'a donné raison, on a repris toutes mes conclusions.
et on a établi tout ce outil-là sur les problèmes, sur l'acharnement familial. Ils ont reconnu les dysfonctionnements graves du tribunal de première instance. Ils ont reconnu qu'on m'avait mis des bâtons dans les roues, que j'avais pas pu consulter mon dossier, que j'étais quand même handicapée, mais que j'étais intelligente, que j'avais rédigé mes conclusions toute seule. Tout ça a été écrit. Mais finalement, il y a marqué on devrait obtenir la nullité du jugement. Mais comme je n'ai pas d'avocat et que je n'ai évoqué que 3 articles au lieu de 5, enfin, c'est quelque chose comme ça, finalement, ils ont juste rétabli mes droits de visite, ce qui est déjà beau, hein. Sauf que, arrivé dans le Vaucluse, évidemment, tout a été déchiré, tout a été mis dans le tiroir. Je n'ai jamais pu faire appliquer Oui, ce jugement d'appel. on voit effectivement des juges qui se donnent bonne conscience en vous donnant raison, mais qui savent très bien que derrière, ça ne sera pas suivi d'effet, puisque bah, dans le Vaucluse, on va déchirer les papiers, qu'on, sous une technique juridique, on vide le jugement d'une bonne partie de sa substance. Donc, on a eu affaire en première instance à des juges réellement malhonnêtes et en appel à des juges qui sont plus intelligemment malhonnêtes. Ils vous donnent raison en théorie, mais en pratique, on va quand même rien faire. Voilà, c'est ça. En fait, c'est reconnu, mais voilà. Parce Mhm. qu'entre-temps, entre mars et novembre, ils ont manipulé ma fille parce que je l'ai plus reconnue, en fait. Et elle est vraiment, au début, elle était au clair avec le motif du placement. Maman, c'est compliqué la maladie en France qu'elle a, mais dès qu'elle arrive à se soigner, maman, elle me reprend. Je veux pas qu'on sache que je suis placée, comme tous les gamins. Ils veulent qu'on passer, enfin, être fondu dans la masse. Donc, elle était tout à fait au clair. Et en fait, si vous voulez, suite à la cour d'appel, ils ont juste fait une petite tentative de médiation familiale qui a duré 2 séances, où ma fille était tellement en animosité envers moi, en me disant pose-toi la question pourquoi papa il t'a tapé devant la psychologue comme ça dans un énervement. Et je me suis dit il lui met dans la tête de lui dire que c'est normal si on est Oui, violent, qu'on l'a fait. c'est- Enfin, je, je, déjà j'ai vu. je vous interromps de nouveau, Séverine, mais le médecin qui entend ça, c'est pas des paroles d'enfant, ça c'est des paroles qu'on lui a mises de rationalisation de pourquoi je vais me séparer de ma maman, parce que on lui a expliqué entre guillemets pourquoi. On voit très bien la manipulation de votre enfant, on l'entend. Après ça c'est qu'un point, il y en a eu tellement, voilà, on peut pas tout évoquer, Mhm. mais Et alors, et c'est ça, ça c'est les juges. Mais vous pourriez nous dire aussi les avocats, parce que là, il y en a quand même quelques-uns, vous citerez des noms si vous voulez les citer, mais il y en a même un qui est assez connu pour être le défenseur de la veuve et de l'orphelin, mais il semble que du côté court, c'est pas exactement comme ça que les choses se passent. bah non, en fait, quand j'ai été choquée le temps de me remonter au niveau de mon corps, de ma situation, psychologiquement, de bien, à chaque fois que j'ai des épreuves lourdes comme ça, j'essaie de reprendre ma vie, d'essayer de repartir dans la bataille, si on peut dire. Et en fin de compte, je me suis pas sentie, quand j'ai vu que même à l'audience, la juge a refusé qu'elle rentre, je me suis dit, cette fois-ci, l'appel, je vais pas être capable. J'en pouvais plus. Surtout que j'étais sous antipaludique, à 6 par jour, j'avais l'inflammation au cerveau tout le temps, j'étais dans un état, enfin, très peu d'autonomie au niveau des Oui, doigts, tout ça. pas très cohérent avec un traitement de maladie de Lyme pour lequel vous aviez quand même été traité, puisque vous avez mis un porte-à-quatre pour vous mettre des antibiotiques à grosse dose, ce qui était assez logique. Mais là, on vous met sous antipaludéen, donc il y a une espèce de mishmash médical dans lequel moi je ne m'y retrouve pas. C'est parce que c'est des co-infections, souvent, c'est des traitements classiques que les malades de Lyme, ils peuvent avoir, en fait. Par rapport à Oui, ces déco-infections, mais par rapport à ce que il faudrait avoir la preuve des co-infections. Je n'ai pas entendu. c'est bien le problème de tous les malades et même d'ailleurs quand ils sont positifs, ils sont pas mieux traités et mieux crus, hein, je peux vous le dire. De mon expérience, je sais que même quand les examens sont positifs, hein, donc voilà. Oui, bah, on Voilà. en profite pour faire une petite parenthèse sur la maladie de Lyme pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est quand même une maladie maintenant qui est devenue courante. Je rappelle qu'elle a été fabriquée dans un laboratoire de l'armée américaine par un savant nazi du nom de Monsieur Burgdorf, qui a avoué sur son lit de mort que c'était lui qui l'avait créée. Soyons complotistes jusqu'au bout. Et moi-même qui ai eu une maladie de Lyme, j'ai dû me battre très sérieusement avec
je vous épargne l'adjectif que je pense de la rhumatologue, qui voulait me faire une arthrose. Mais bon, comme je lui ai signalé qu'il y avait d'autres problèmes que le genou, mais les premiers examens de biologie clinique étaient revenus négatifs. Il a fallu que je rencontre un ami qui me dit, mais non, c'est pas ces tests-là qu'il faut faire, c'est des tests qui sont très mauvais. Et ces tests qui sont mauvais en France depuis près d'un quart de siècle. On le sait, mais on interdit de faire autre chose. Donc, on voudrait tuer la population qu'on s'y prendrait pas autrement. Voilà. Cette parenthèse sur la maladie de Lyme étant fermée, donc on est en train oui, on est en train d'organiser le, la capture de votre enfant qui a quel âge à ce moment-là? Bah non, ma fille, elle a été placée, elle avait 10 ans. Oui, Le mars 2020, juste avant le confinement. c'est ça. Et alors, l'apparition après d'un autre avocat, puisque vous dites que vous êtes défendue toute seule comme vous aviez pu, avec le résultat qu'on vient d'entendre, mais après, vous aurez un ou plusieurs autres avocats. Oui, j'en ai eu quelques fois, mais justement, j'en ai eu un que j'avais saisi pour la cour d'appel parce que je me sentais pas. Je me sentais plus, j'étais déjà épuisée par des années de justice, de maladie, d'acharnement sur moi, enfin tout ça. Et en fin de compte, j'ai trouvé, j'ai eu un pressentiment sur cet avocat à Marseille. Et il y avait plein de choses qui m'ont alarmée. Et en fin de compte, bah, moi, dans la panique, avec mon fauteuil électrique, je suis partie, les 4 chèques qu'il me demandait et au final, je me suis aperçue de certaines choses. J'ai fouillé les réseaux, j'ai essayé de mettre en lien ce que je pouvais et en fait, je l'ai dessaisi. Et c'est pour ça que je suis partie en appel seule finalement. Et ce monsieur, en venant de la cour d'appel, m'a quand même rendu mes chèques par la poste. Alors que je me suis dit, je vois pas comment je pourrais lui faire peur de là où je suis, dans le Vaucluse en fauteuil, mais bizarrement, j'ai fait une main courante quand même pour essayer de dire ce qu'il en était. Et au final, m'a rendu mon. Voilà, mais c'était chose ça que, en fait, petit à petit, cet avocat, ça s'est su et ça s'est dit. En fait, ce que j'avais trouvé, j'ai eu la confirmation par d'autres personnes, en fait. Donc, effectivement, il se fait passer pour, et c'est encore quelqu'un qui est bien, bien dedans, euh, qui est tout l'inverse, justement, de ce qu'il prétend. Et justement, comme il connaît bien les rouages, bah, il utilise la détresse des parents désenfantés dans les placements pour se faire de l'argent et pour Oui, se faire médiatiser. non seulement se faire de l'argent, se faire un nom de chevalier hein, qu'il a plus blanc que blanc. Hein, c'est un avocat, on ne citera pas son nom, mais enfin, on le reconnaîtra, hein, Marseillais, qui non seulement rend des chèques dès que vous menacez, au fond, d'une publicité négative, et c'est pas la première fois que des gens qui se prétendent être l'ami des enfants et l'ami des parents désenfantés s'avèrent être un élément du réseau d'en face. Voilà. Comme Euh, j'étais pas bien, je suis tombée dans le panneau, quoi. En fait, c'est tellement gros qu'en fait, on se dit oui, bah, on va être bien défendu, mais en fait, non. C'est pour ça qu'on en arrive à être isolé, déjà de par la maladie, mais aussi isolé parce qu'en fait, avec un parcours comme ça, en fait, j'ai peur, on ne peut plus faire confiance à personne, en fait. C'est impossible. Votre fille a quel âge maintenant? 18, 15 ans? Je viens d'avoir 15 ans. Euh, vous aurez... Entre-temps aussi, Oui, oui, allez-y, je allez-y. vais vous dire, je l'ai juste précisé aussi qu'à savoir, entre-temps, j'ai réussi à obtenir justement un examen spécialisé, donc cette biopsie. Donc, je suis allée à l'hôpital de Brest en avion. J'ai fait un appel sur les réseaux sociaux, vu que je ne connais personne, je prends des risques parce que je suis isolée. Donc, j'essaye de faire attention, mais d'arriver quand même à m'en sortir de toute cette merde. Je me suis retrouvée avec un flic qui m'a emmenée et qui a même payé le billet d'avion et la Oh, chambre d'hôtel c'est comme émouvant. ça. Émouvant. Voilà. Bah, je sais bien, mais en fait, c'est que je suis pas naïve, mais si vous voulez, voilà, on en rigole, mais en fait, c'est dramatique. J'ai bien conscience quand je fais les choses, mais moi, il faut que je me sorte, il faut que j'avance, quoi. Donc, Vous je me avez suis raison, dit, Séverine, mais là aussi, on va s'arrêter. Donc, on a déjà des médecins pour lesquels on a quand même des petits doutes, une infirmière pour laquelle on n'a pas beaucoup de doutes, le mari de l'infirmière pour lequel on n'a pas trop de doutes non plus, les magistrats.
première instance et cour d'appel. On a maintenant ce gentil flic qui vous encadre. Si c'est pas un réseau, il faudra qu'on m'explique ce que c'est ou alors qu'on change la langue française. Oui, c'est un réseau. Or, un réseau à ce niveau-là, votre père étant dans la fonction publique, Enfin, il ne l'est plus, mais oui, enfin, il y a été, il a visiblement gardé des passerelles. Mais le but du but, c'est quand même de prendre votre gosse et on sait pourquoi on prend les gosses avec la couverture de l'ASE. Maintenant, ils veulent me faire un procès, qu'ils fassent un procès, mais libéré, quoi, finalement. Donc, c'est bien la preuve que c'est un acharnement personnel sur moi, puisque la absolument. gamine, il a des démarches pour la récupérer. Malheureusement, elle va rester là-bas. Voilà, quoi. Oui. Alors, faudrait voir aussi que, donc vous allez faire cette biopsie, mais il va se passer aussi, et ça m'intéresse comme ancien anatomopathologiste, je dois dire que c'est quand même assez croquignolé, et ça montrera encore une fois de plus le réseautage. Oui, bah en fait, je me suis retrouvée que je suis rentrée dans le Vaucluse et puis je n'arrivais pas à voir le résultat. Et donc, c'était écrit ainsi, évidemment, téléphone, par mail, j'avais des difficultés, j'ai essayé d'insister à, voilà, intervalles réguliers. Finalement, incident technique, on m'expliquait pas ce que ça voulait dire. Finalement, les résultats se sont avérés en faveur. On me les a communiqués à peu près un an après. Oh, Voilà. Parce qu'on est déjà d'être un gendarme. an pour une biopsie, je dois avouer que c'est une manière de record, hein. Oui. En fait, ils prend même plus conscience tellement tout dans ma vie est comme ça. Faudrait que mes Donc, si vous confrères de voulez, Brest, faudrait que mes confrères de Brest m'expliquent. Mais je le dis en riant, mais je me doute bien qu'ils ne sont pas complètement idiots à Brest. Donc s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ont des pressions derrière pour ne pas le faire. C'est-à-dire pour ne pas établir une fois pour toutes que vous avez une maladie indubitable parce que ça flanque tout leur système pseudo-psychiatrique par terre. Donc je ne doute pas un seul instant qu'on est allé les voir à Brest. Et d'ailleurs, je pense que ce charmant flic qui vous a accompagné devait être le VRP des gens d'en face vis-à-vis de lui. oui, puis en plus, on m'a reçu, vous savez, c'est la diététicienne. Donc, j'arrive après 30 ans d'errance où j'ai vécu de la grabbatisation, des états, et on m'amène la diététicienne en me disant que c'est parce que je suis dénutrie, parce que je mange pas assez, parce que j'ai pas d'argent pour me nourrir. Enfin, un truc D'accord. comme ça, t'es écrit. Non, mais 30 ans de maladies graves qui ont fait que j'ai vécu une horreur, que j'étais pas mobile dans mon corps. Enfin, faut voir le bordel. Et je vais à Brest et on me sort ça. Voilà. Oui, Donc, oui, ben, effectivement, on voit oui, bien voilà. l'arrangement. Mais alors après, vous allez être en plus victime en 2022 de vandalisme, par exemple. Ah, au niveau de la voiture, oui. Pendant des mois, ça s'est répété plusieurs fois. Dès que j'arrivais à payer, ça recommençait en fait. Je ne sais pas Euh, combien de témoignages j'ai sur des pneus crevés et compagnie, hein. C'est la bagnole, Abri, c'est un grand classique. pneus, carrosserie, elle est démontée, c'est une catastrophe. Ouais. Voilà. Là, vous vous rendez compte, et je pense que les spectateurs doivent se rendre compte que vous êtes passé de la victime d'une famille dysfonctionnelle, d'un père manipulateur, probablement bien réseauté, trois petits points, à autre chose. C'est-à-dire que vous êtes devenu maintenant la vraie victime d'un harcèlement en réseau. Et nous parlerons de la possibilité maintenant de l'émergence d'armes à énergie dirigée derrière. Et puis nous terminerons où vous nous donnerez les derniers éléments qui sont assez terrifiants sur votre fille. Donc, mais si vous pouvez d'abord nous parler euh, de ce que de là où vous êtes, quelles sont les relations avec le voisinage et les éventuels soupçons que vous pourriez avoir, compte tenu de ce que vous avez entendu des témoignages sur ma chaîne, qui pourraient laisser penser que vous êtes victime aussi d'armes à énergie dirigée, en plus de la galère dans laquelle vous êtes. Je sais pas trop, docteur, c'est par rapport à mes voisins. Oui, Non, en fait, moi, mes voisins, je sais que mes parents, je sais que quelqu'un surveille et contrôle tous mes faits et gestes parce que, en fait, quand je me suis retrouvée paralysée et partir aux urgences,
quand je suis partie aux urgences, que j'ai pas pu éviter tout ça, bah, en fait, des voisins m'ont dit que les grands-parents étaient arrivés en espérant récupérer la gamine, en essayant d'avoir des infos, et ma voisine les a reçus. Et elle est à 2 pas de mon palier. Bon, et puis voilà, je me suis retrouvée avec le membre coincé dans mon fauteuil électrique, et en fait, elle force avec l'ascenseur. Par exemple, j'ai peur. En fait, j'ai peur tout le temps. J'ai peur tout le temps parce que je sais pas ce qui trafique. Mhm. Je Et vous n'avez pas je sais pas l'impression si c'est ça que vous d'avoir... vouliez évoquer. C'est-à-dire qu'on sent bien de nouveau l'orage qui se rapproche, hein, on vous encadre dans votre milieu de survie avec de très gentils voisins. Mais ce que je sais par expérience, c'est que ça va passer tôt ou tard aux armes à énergie dirigée. Donc on va essayer peut-être, sans, sans, sans vous influer, on dira aussi qu'ils sont dans votre ordinateur, ce qui fait que vous avez des Je vous en... ruptures. Oui, oui, ben vous avez des ruptures d'ordinateur parce qu'ils sont dans votre ordinateur. Mais je pense que les auditeurs doivent le comprendre aussi. Il n'est pas certain que nous pourrons aller plus loin dans cette interview. Est-ce que vous m'entendez? Visiblement, Séverine, il y a un écran figé. Euh, je pense qu'on va devoir malheureusement terminer, mais c'est ceci, de nouveau, on peut penser que c'est un indice tout à fait stupide, que ça n'a rien à voir, que c'est un ordinateur mal réglé, mais apparemment c'est un ordinateur nouveau. Et Séverine a eu la preuve que des gens s'installaient dans son ordinateur pour espionner son courrier, particulièrement le courrier avec les avocats et les magistrats. Tout le monde ne peut pas faire ça. De nouveau, ça sent le réseautage. Si possible, Séverine nous expliquera ce qui arrive à sa pauvre gamine. Elle va se trouver à la ZEU et dans les pattes de... bah, Non, ah, on vous entend, Séverine, on vous entend, on vous entend. J'ai un peu rempli en disant que nous allons aborder la dernière ligne droite dans votre témoignage. J'ai parlé de ce que vous étiez piraté informatiquement et je pense qu'on vous venez d'en apporter, sinon la preuve, un élément en faveur. Est-ce que vous pourriez, pour terminer, je dirais, laisser parler votre cœur sur les derniers événements des jours derniers où votre fille, qui est finalement maintenant devenue l'enjeu de tous ces rapaces qui tournent autour de vous, la question était aussi, est-ce que vous pensez qu'en dehors de la surveillance dont vous faites l'objet dans votre lieu de vie, vous avez des armes à énergie dirigée? J'entends des brûlures, des sifflements, euh, des je peux claquements. pas, j'arrive pas à dormir, j'ai tout le temps le feu, j'ai des tremblements, ah oui, c'est des choses. En fait, c'est des symptômes, c'est pareil, qui me paraissent pas naturels, en fait. Parce que tellement c'est violent, je sais même pas comment je suis encore là, en fait. Vraiment. Je peux être dans des états, enfin, c'est ubuesque. C'est, Est-ce que vous avez un rythme cardiaque qui change brutalement, une sensation de chaleur diffuse, incompréhensible? Hmm. je vis comme Je vis comme ça, j'ai tout le temps. Et Oui, hier, je suis tombée. D'un coup, j'ai eu une absence. Heureusement qu'il y avait quelqu'un cette fois-ci chez moi, parce que je suis tombée, je me voyais, et puis, oui. en fait, c'est que Malheureusement, oui, malheureusement, je suis obligé de vous dire que vos chers voisins sont pour beaucoup dans cette nouvelle symptomatologie et que là, vous êtes passé évidemment des mains diaboliques de votre père aux mains diaboliques du département et puis du département très probablement aux officines sombres de la République. Donc, bah, au-delà de ma fille, que c'est catastrophique, moi aussi, s'il faut que je reste en vie, bah, je veux pas être placée. En fait, c'est comme si qu'ils avaient pris ma fille parce que moi, j'ai résisté à mon propre placement, puisqu'il y a eu des tentatives plusieurs fois d'essayer de me. Donc, en fait, on me permet pas parce que si je trouve pas de médecin, je peux pas renouveler mes aides à domicile. S'il y a pas, enfin, il y a toujours quelque chose, en fait. Donc, je vis dans une peur, euh, dans une peur perpétuelle, en fait, de tout. Et puis, c'est surtout aussi que j'ai pas pu protéger ma fille.
en fait. Et le pire, c'est qu'ils l'ont vacciné contre l'hépatite B avec ce qui vient de se passer. Et mon père le sait. Et même si il veut me faire passer pour folle ou quoi, au fond de lui, il sait que j'ai une maladie de Lyme et il sait que je suis pas folle. Donc, il a laissé faire ça. Donc, il a sacrifié. Parce que, effectivement, les vaccins d'hépatite D, plus le choc émotionnel qu'elle vient de vivre, les médecins qui me suivaient en tant que spécialiste m'ont dit, il faut surtout essayer de vous assurer au moins que votre fille ne soit pas vaccinée parce que c'est des déclencheurs, quoi. Un stress, un vaccin. Voilà. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Hépatite B, piqûre de tique, choc. Et elle, par contre, ce qu'elle a vécu dimanche dernier, j'ai été appelée lundi par l'éducatrice, un petit coup de fil anodin, complètement dénué d'émotion, bien sûr, hein. Son éducatrice référente qui m'a prévenue plus de 24 heures après, bien que j'ai l'autorité parentale toujours. Effectivement, on m'a encore évincée de cet événement grave. Elle s'est fait elle s'est fait voler dimanche, soi-disant par son copain. Voilà, elle vient juste d'avoir 15 ans. Et ben, en fait, on m'a dit froidement que ça ne changeait rien à l'ordonnance, comme quoi je n'ai aucun droit sur ma fille, que tout a été géré au niveau administratif et médical, que je n'ai pas à m'en soucier, qu'il n'y a pas de problème. Et que, bah, effectivement, on m'a dit que, parce que moi, quand j'ai perdu mes droits, ce qui est pas drôle, c'est pas drôle, on a remis des droits aux grands-parents, évidemment, pour bien faire comprendre que ça l'appelle, on va vite tout remettre dans l'autre sens. Donc du coup, ils voient ma fille 2 week-ends par mois. Et effectivement, ce week-end, en fait, elle s'est disputée, selon les dires de l'éducatrice, avec sa grand-mère. Et du coup, elle a fugué et elle aurait marché plus de 2h30, hein, en plein après-midi, je ne sais pas, pour retrouver son copain qui l'aurait forcé. Voilà. Donc, apparemment, voilà. Donc, moi, j'ai appelé la gendarmerie qui m'a jeté. Ils étaient en train de dire, ah, il y a la vraie mère au téléphone, Mhm. en rigolant, en rigolant, en me disant qu'ils n'avaient rien à me dire, que j'étais même pas dans le dossier. Et donc, j'ai trouvé quelqu'un quand même qui m'a emmené. Là, le lendemain, on m'a donné aucune information. Comme j'ai un peu insisté, on a refusé ma plainte. J'ai quand même donné mes coordonnées, mais j'ai été reçue dans le couloir. Évidemment, on n'a pas voulu que la personne qui m'accompagne soit présente. Et on m'a dit qu'ils avaient remarqué qu'il y avait une belle relation entre ma fille et sa famille d'accueil, et que comme elle était gérée par l'institution et qu'elle semblait être bien gérée, j'avais pas plus de soucis à me faire, qu'il n'y a pas de problème. Il y a Non, pas de non, en problème. fait, vous êtes une angoissée C'est pathologique, et mais tout va bien d'un point de vue, on vous l'a dit, d'un point de vue administratif et médical, tout va bien, ce qui est quand même l'essentiel. Que votre fille aille mal, c'est un autre problème. Mais on ne sait normal. pas, on ne sait pas si quand on entend tout ça, on n'a pas tendance à vouloir gerber ou à éclater de rire ou être pris entre les deux tellement c'est épouvantable et que chacun fait voilà. Docteur Couvard, le problème, c'est que là, on n'a même pas laissé un temps d'attente en disant peut-être qu'il y a quand même une négligence, un défaut de surveillance de ses grands-parents. Les vacances sont maintenues. Il y a eu 2 jours de réflexion. Oh, ben, ils ont déjà mis en place le relationnel pour apaiser les choses. Et merveilleusement bien, elle m'a dit, ils vont passer Noël tous les trois ensemble. Tout va bien. Voilà. Et donc, je tiens à préciser que moi, en 2022, quand j'ai perdu ma fille, en fait, elle aurait eu des idées suicidaires à mon domicile. Mais je n'ai jamais su ce qu'il en était, la réalité des choses. On n'a rien mis en place, on m'a coupé. J'ai passé des droits, elle n'a jamais pu dormir dans son lit, je ne l'ai plus jamais revue. Et ce jour-là, je m'en suis voulu parce que j'ai rien vu d'anormal dans son comportement. Et dernièrement, son papa, j'ai réussi à avoir un tout petit peu des nouvelles par SMS. Il m'a dit qu'il prenait sur lui parce il a été condamné pour ses violences, hein. Il est encore dit dans le message que je mens, alors qu'il a pris 5 ans de prison quand même avec sursis mis à l'épreuve, mais qui m'aurait simplement bousculé. Donc il m'a dit, je prends sur moi quand même pour te donner quelques nouvelles. Et il m'a écrit que les grands-parents n'y sont pour rien, que c'est Ambre qui est tombée amoureuse d'un connard. Je reprends voilà, qu'elle a été manipulée par un connard. Voilà. Donc c'est bien de Et sa faute. Oui. voilà, bah, sous-entendu. Mais apparemment, c'est moi qui culpabilise ma fille. Enfin, et vous savez très bien, les ordonnances de placement, tout est à l'inverse. Un coup c'est oui, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Enfin, il n'y a Écoutez, rien qui tient la route. on est dans le P de SAT et compagnie, donc il y a une inversion des valeurs, évidemment. En tout cas, l'ASE, même vu de Belgique, je peux vous dire que c'est considéré comme une entreprise purement et simplement crapuleuse. Donc c'est tout.
Et en plus, elle a été condamnée par l'Europe, là, non, en France, il y a eu des... Je sais pas, enfin, c'était un cadavre en décomposition sur lequel pullulent les scandales d'une manière et- et- inarrêtable. Voilà. Mais Donc, pour vous dire que j'ai pas les moyens, que... En fait, bizarrement, je voulais juste vous dire que j'ai réussi à savoir que le dossier était dans une autre ville, donc un autre tribunal que celui où il y a l'assistance éducative. Et mais la greffière, qui pour l'instant ne me connaît pas, a bien voulu me téléphoner pour m'expliquer les grandes lignes. Elle a été très correcte, très professionnelle. Le problème étant qu'elle m'a dit qu'elle me donnerait, si je formalise bien les codes de procédure pénale, qu'elle me permettrait d'accéder aux pièces par lettre recommandée. Sauf qu'entre-temps, il va falloir que début janvier, elle demande les ordonnances de placement quand même pour connaître la situation. Et quand elle va voir que j'ai une ordonnance de refus de consultation du dossier, moi, on me le refuse, hein, j'ai une ordonnance d'une nouvelle juge que je ne connais pas. Donc, quand ils vont voir ça, est-ce que, effectivement, le juge d'instruction ne va pas dire, ouh là là, finalement, la mère, il doit y avoir un problème, on va limiter l'accès également au pénal parce que c'est ce sont des c'est- faits qui c'est sont tout à fait, largement... oui, c'est tout à fait étonnant d'ailleurs, cette impossibilité d'avoir accès au dossier. Je signale que Sylvie Effinger, qui a témoigné chez moi, était une des survivantes. Un de ses enfants, le dossier est classé secret défense. Je sais que ça se fait beaucoup en France, le secret défense, mais classer un dossier d'enfant secret défense, ces gens se cachent plus, hein. Oui, c'est tellement... Enfin, puis en plus, on se demande, c'est que moi, j'ai reçu cette ordonnance parce que je voulais préparer mon appel. Je passe au mois de mars. J'ai dit, il y a une nouvelle juge, on va essayer d'être positive, on va redemander la consultation pour pouvoir me défendre. Enfin, au moins voir ce qu'on me reproche, comme d'habitude, on ne sait jamais. Comme on ne sait pas, on leur demande ce qu'il faut que je fasse pour améliorer. Mais évidemment, ils m'ont dit, vous n'avez rien à faire, ça restera comme ça. Ils me l'ont bien dit, hein, voilà. Donc du coup, bah, en fait, elle m'a refusé. J'ai carrément une ordonnance de refus de consultation. Donc, j'imagine qu'au pénal, je ne sais pas quel est le lien encore qu'il peut y avoir, mais moi, Je vois pas comment je suis on peut, impuissante parce que je vois pas comment on peut se défendre en justice à partir du moment où on vous interdit d'avoir accès au dossier concerné. Il faudra qu'on m'explique. ça a été dit en cours d'appel. Donc, je vais retourner, ça va être le même cirque. Oui, on reconnaît le déni de justice, vous n'avez pas pu consulter. Voilà, le théâtre, c'est Hmm. pour juste nous achever, en fait, parce que moi, j'ai personne pour m'emmener. Donc, il faut encore que je trouve des gens inconnus pour prendre des risques. Et tout ça, ça corrobore au fait de ah, bah, elle sait pas ce qu'elle fait, elle parle à n'importe qui. Vous voyez, donc moi, faut que je jongle avec tout ça, alors que pourtant, j'ai conscience de tout. Plus que, hein, enfin, vous voyez le. Voilà. Et à savoir que c'est moi qui ai demandé le placement et qu'il aurait dû être contractualisé, administratif. La juge n'aurait jamais dû avoir mis le nez dedans. C'est seulement parce qu'un an et demi avant, il y a eu un signalement qui s'est classé par une AEMO, enfin bref, il n'y avait rien de grave, qu'ils ont fait l'amalgame dans la chronologie des faits et de ma méconnaissance à l'époque du code civil et de tout ça, judiciariser le placement. Et ça a été dit en cours d'appel, tout ça. Ça a été dit, tout est écrit, sauf qu'elle a mis que comme j'étais pas accompagnée d'un avocat et que j'avais peut-être pas fait 100% les articles, j'avais peut-être pas tout évoqué dans mes conclusions, finalement, on vous rétablit les droits de visite tout en sachant que de toute façon, on va pas me les mettre en place. Voilà. Et je rappelle que depuis la cour d'appel, elle a remis des visites médiatisées, celles d'un tribunal à côté de chez moi, qui n'ont jamais été mises en place, mais même le papa, hein. Le papa râle vite fait, qui voit pas sa fille, mais comme, hein, il n'est pas plus embêté que ça, tout va bien, voilà. Oui. Séverine, on Voilà. arrive tout doucement au bout de l'émission. Si je peux résumer l'affaire, enfin, vous arrivez au monde dans une famille pour le moins dysfonctionnelle, c'est dit gentiment, dont le papa, tout manipulateur pervers narcissique qu'il est, on rappelle quand même fils de flic, hein, c'est jamais à mon avis très très bon, s'avère être toxique pour vous. Vous avez une maladie de Lyme qui n'est pas Ah, ça y est, ça diagnostiquée, marche plus. pas diagnostiquée, pas prise en charge, et qui est une maladie de Lyme qui n'est pas prise en charge, un errement médical, dont un réseau.
bien structuré, indubitable, secret, va se mettre en place pour profiter de cela, pour vous broyer et prendre votre enfant. Et parce que c'est quand même le bout du bout. Et que vous, maintenant, vous êtes dans une situation de fragilité physique, psychologique, sociale, telle que nos amis d'en face, comme je les appelle, sont en phase finale et maintenant sont très probablement passés à la phase de harcèlement en réseau et d'armes à énergie dirigées en provenance du voisinage. Est-ce que je résume la chose? Oui, oui, oui. Voilà, nous sommes, paraît-il, dans une société démocratique, avec une séparation des pouvoirs, avec de l'humanisme, avec d'ailleurs une société secrète qui se veut très humaniste et qui n'a que ça à la bouche, mais dont on voit ici, par exemple, que entre les grandes aspirations philosophiques et les petites magouilles, ou les grandes magouilles sinistres, il y a un abîme que j'espère que vous et moi, nous avons permis de combler. Aujourd'hui, qu'on sache qu'un certain groupe humain philosophique se livre à des manœuvres qui devraient, dans une société normale, les amener à rendre des comptes. J'espère qu'ils le feront, j'espère que ces comptes seront rendus. Je crains fort que, comme toujours, ils ne soient rendus dans une situation de terribles troubles sociaux et qu'un certain nombre d'individus qui appartiennent à cette secte euh, passeront à la casserole, hélas, alors qu'ils ne sont pas véritablement responsables, mais ils sont responsables d'une chose. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit en Europe ou dans le monde anglo-saxon, la franc-maçonnerie, pour la citer, ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant que son réseau est trop souvent mis en cause que pour qu'elle ne se pose pas des questions fondamentales sur le secret et sur le réseautage. Donc tout ça va, je pense, malheureusement très mal se terminer pour des individus qui servent de paravent, je dirais, honorable à cette société, mais derrière ce paravent, il se passe des choses qui sont absolument inacceptables. Et pour des gens qui prétendent avoir reçu la lumière, pratiqué l'humanisme, la philanthropie et compagnie, je pense qu'il faudrait d'abord, c'est la formule Gnotis et automne, donc connais-toi toi-même. Eh bien, messieurs, mesdames, du Grand Orient, du droit humain, de la Grande Loge nationale de France, mettez de l'ordre dans vos rangs parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Vous avez quelque chose à rajouter pour terminer? Oui, je voulais vous dire qu'au niveau, la seule fois où j'ai réussi à consulter en 6 ans à côté de chez moi au tribunal, quand ils marquent dans les ordonnances, quand ils renouvellent les placements comme ça des enfants ces années, vu l'avis du ministère public. Et quand on leur demande où est l'avis, vu l'avis écrit, quand on leur demande, du coup, on se dit, il y a peut-être un petit peu des garde-fous, il y a peut-être quelque chose, enfin, qu'il y a pas, il y a tellement pas de limite. On se dit, il y a quelque chose qui va arrêter à un moment donné, quoi. Et en fait, on vous dit, au niveau du greffier, ah bah, vous pensez bien, avec tous les placements, tous les jours qu'il y a, quasiment, s'il fallait que le ministère regarde les dossiers C'est et en vrai, plus écrive un avis écrit. c'est Donc, vrai. elle m'a dit qu'elle Surtout que était écrivaine. quand à la tête du ministère ministère de la Justice, nous avons une personne qui correspond d'ailleurs à ce que je viens de décrire, qui s'appelle Monsieur Dupont-Moretti et qui coche toutes les cases de ce que je viens de décrire. Ah oui, ça, il coche toutes les cases, oui. Mais c'est pour vous dire que même avec cet événement, on a l'impression que c'est cet ASE, là, cette prison, qu'on peut plus accéder. On essaye de nous broyer, de nous effacer de leur psychologie, des papiers, de même des archives administratives où il faut qu'on prouve, pour rattacher notre enfant à la carte vitale, il faut prouver avec le médiateur. Il faut s'énerver en disant, mais enfin, c'est de droit. Elle est sortie de mon ventre, quoi. C'est une torture psychologique qu'on nous inflige au niveau des institutions. C'est et quand on a conscience et qu'on se dit qu'on a foutu nos gamins là-dedans, qu'on n'a pas pu casser le truc
et que là, un événement aussi grave, et que là, on est encore en train de me dire, ah, mais il y a l'administrateur ad hoc, il y a ci, il y a ça, on les contient, on les maintient, et puis à 18 ans, la veille, on va leur donner un petit papier, vous sortez du dispositif, dégage. Hein, et que les gamins, ils oseront même plus reprendre les liens avec leurs parents parce que des choix, ils seront en colère, soit ils oseront plus tellement ils réalisent qu'ils ont. Enfin, je veux dire, voyez, et moi, récupérer ma fille dans 3 ans avec un dossier MDPH, alors que moi-même, je cherche un médecin pour le remplir depuis 20 ans, je galère. Est-ce que j'ai la force, en fait? Est-ce que j'ai la force et est-ce que je vais pas être placée avant, en fait? Et puis financièrement, je peux pas l'aider, je peux pas. Enfin voilà, on m'a tout pris. Même au niveau, je suis partie aux États-Unis aussi, j'ai perdu 20 000 euros en essayant de me soigner. Enfin, voilà, je l'ai fait consciemment, mais c'est pour vous dire le fric, la détresse des malades aussi. Les malades de là, il faut voir rien qu'un flacon de plantes, combien ça coûte, quoi. On vide on se vide de notre âme, on nous prend tout, quoi. On nous prend tout. Et on se cache comme si c'était nous qui avions honte, alors que j'ai rien fait. J'ai rien fait. Même à ma mère, je lui ai rien fait. J'ai toujours essayé de la comprendre en la secouant en disant mais qu'est-ce que t'as? Et quand on voit qu'il n'y a même pas de lumière, qu'elle n'a pas d'émotion, qu'il y a le vide sidéral dans ses yeux, vous voulez faire quoi? Vous comprenez même que ça vous arrive. Alors vous vous dissociez, vous essayez de vous. Parce que tout ce qui ça vous entre la maltraitance médicale et j'en passe, tout ce que je me suis pris devant des témoins pour bien me faire honte et tout, il faut être plus fort que ça. Il faut, mais on tient, mais il faut tenir jusqu'à quand, je sais pas. Parce que la loi, l'arme de la loi, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit. Donc même si je bouffe le code pénal, je vais rien. Je vais encore me taper le nez. Donc je fais quoi en fait? Je veux prendre soin de moi, mais j'arrive pas à me soigner non plus. Donc je fais quoi dans cette vie? En fait, je fais quoi? J'attends ma fille. Je fais quoi? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En fait, on ne sait pas pourquoi on vit. Et comme dit mon médecin qui me connaît bien, le seul qui m'a suivi un petit peu, il m'a dit, bah, Séverine, si vous aviez vraiment un problème psychiatrique de base, avec tout ce que vous avez vécu il y a longtemps, que vous auriez décompensé. Voilà ce qu'il me dit des fois pour me rassurer, mais bon. Et puis je tiens à dire qu'il n'y a pas d'expertise psychiatrique au tribunal contre moi, que tout ça, c'est gratuit. C'est juste une phrase d'une éducatrice qui a fait une formation d'éducatrice qui a le pouvoir entre les mains, en France, de détruire la vie des autres, de détruire des liens familiaux. Voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter. C'est dingue, en fait, c'est dingue. C'est, en fait, moi, j'essaye de leur faire sortir leur humanité. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai fait des tentatives sur son tel professionnel, elle est éducatrice, mais en fait, elle m'a malmenée. Elle a fait tout l'inverse après, donc j'ai su elle m'a fait croire que, mais en fait, non. Qu'elle se battait de l'intérieur dans son dysfonctionnement, que ses nuits n'étaient pas sereines. Et en vrai, à la fin, elle a encore recommencé à faire de la dégueulasserie. Donc tout ça, c'est pour ça, c'est peine perdue. On témoigne, on essaye juste de parler parce qu'on a encore notre tête, quoi. Mais voilà. Mais c'est tout, quoi. C'est juste parler, voilà. Merci Séverine C'est de ce témoignage douloureux et dont il est bien difficile de dire qu'il n'a pas le goût de la vérité, de la réalité, de la sincérité dans un monde qui est justement l'inverse, et je reviens encore à l'inversion des valeurs. Tout le monde aura compris de quoi il s'agissait. Je ne peux que vous souhaiter de récupérer un jour votre fille et votre santé au moins au minimum, et de demander à tous ceux qui nous écoutent de bien réfléchir à ce que on ne ferme pas la porte de son cerveau quand on écoute un témoignage comme le vôtre, mais qu'on doit l'ouvrir, parce que si on ne le fait pas, je reviens au titre de la chaîne, tout ce mal qui vous est fait, c'est un mal qui est fait à tout le monde d'une manière différente, mais le but reste toujours le même, c'est un complot satanique, messianique. Nous arrivons à la période de Noël, je pense que tout cela est chargé d'une portée symbolique qu'on ne peut pas dissimuler sous le tapis. Je vous remercie encore. merci à vous. Merci.